propose qu'on démarre. Donc on démarre cet atelier où on va parler du bien vieillir en habitat inclusif. On va échanger pendant une trentaine de minutes et je vous inviterai ensuite à poser vos questions, mais même à nous faire part peut-être de vos commentaires par rapport aux propos qui auront été dits ici sur le plateau. Je suis ravie d'animer les échanges qui vont suivre. Je suis Céline Coulange et je vous présente donc mes trois invités. Laurent, Laurent de Longvilliers, qui est cofondateur et président de la Maison de Blandine et vice-président d'Habitat Humanisme Rhône. Bonjour Laurent. Bonjour. Maëlys Kanzler, qui est fondatrice et présidente du Club des Six. Bonjour Maëlys. Et Armelle Tilly, qui est vice-présidente des Solidarités et des Affaires sociales du Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Bonjour à tous. Et il y a également Adrien de Krumbrugge, je ne l'ai pas dit bien du premier coup, mais je ne pouvais pas le dire bien, qui est responsable des investissements Care Impact à la Banque des Territoires, qui est dans le public et qui nous parlera des solutions apportées par la Banque des Territoires un petit peu plus tard. Alors je vous propose qu'on démarre tout de suite, Armelle, par définir ce qu'est l'habitat inclusif. Alors, je vais essayer d'être très claire et je vais m'appuyer sur la loi Elan de novembre 2018 qui a vraiment donné une définition sur cet habitat inclusif. Donc, je vais remettre mes lunettes, ce sera plus clair. L'habitat inclusif constitue une forme d'habitat complémentaire au domicile, mais aussi à l'établissement. Il s'agit donc de petits ensembles de logements qui sont indépendants et qui sont caractérisés notamment par cette volonté des résidents d'entrer dans un habitat inclusif. Alors, il y a des espaces individuels, mais vous avez aussi des espaces partagés. Et c'est ce qui fait toute la différence, avec, je dirais, une attention particulière sur l'adaptation du logement et aussi sa sécurité, puisque l'objectif de l'habitat inclusif étant de proposer à des personnes âgées ou handicapées. Et donc, l'habitat inclusif a aussi un point important, c'est ce qu'on appelle l'AVP, l'aide à la vie partagée. Et là, ce sont les départements qui vont financer par la CNSA cette mission un peu d'une maîtresse de maison qui va coordonner l'ensemble. Et c'est ce qui apporte la sécurité aussi à ces résidents. Et vous avez aussi, voilà en gros un peu la définition de l'habitat partagé de façon globale. En centre-ville plutôt? Alors bien évidemment, il y a quelques ingrédients qui vont faire que l'habitat inclusif va être effectivement plus intéressant. C'est effectivement un centre-ville. L'objectif, c'est vraiment que les personnes âgées puissent rester dans leur lieu de vie, garder leur activité sociale, leurs commerçants et de faire vivre en fait la communauté et de participer en fait à toute la vie de la ville. C'est pas du maintien à domicile, c'est leur lieu de vie, mais pas chez elles. Exactement. Mais c'est vraiment des personnes qui ont ce désir d'être en sécurité. La plupart, c'est effectivement seules chez elles. Elles se sentent de moins en moins en sécurité. Elles ne se sentent pas l'envie d'aller en établissement, donc en EHPAD. Et qui plus est, l'EHPAD aujourd'hui n'a pas forcément une très belle presse. Donc elles ont encore moins envie. Et elles ne se sentent pas non plus de rentrer dans une résidence autonomie, par exemple, qui est encore trop marquée. Mais par contre, l'habitat inclusif permet vraiment de répondre à ce besoin de petites communautés, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est une sorte de communauté, de vie de famille qui va se recréer, où on va garder ses habitudes et on va pouvoir comme ça vivre simplement et selon ce dont on a envie. Surtout ce désir, c'est ça chez les personnes âgées, c'est de répondre à leurs besoins. Trop longtemps, on les a un peu obligés et sans forcément écouter leurs désirs. Donc c'est une nouvelle corde à votre arc, ce qui permet aussi de répondre à un certain nombre d'enjeux au sein du conseil départemental. Vous devez faire face à une population de plus en plus vieillissante et qui a divers degrés d'autonomie. Tout à fait. Alors c'est vrai que cette loi Elan en novembre 2018, elle a été très appréciée, puis on l'a retrouvée dans la loi du bien vieillir, parce que justement l'habitat est un point essentiel. Quand on veut voir le parcours d'une personne âgée, c'est à la fois les aides qu'on peut lui apporter, mais c'est aussi son logement. Et là, c'est la première fois, en tout cas pour des conseils départementaux, où nous avons eu cette mission effectivement d'habitat. Et là, il a fallu travailler avec des partenaires, donc c'était très intéressant, mais aussi
avec les villes, hein, et qui mieux qu'un département pour travailler avec ces maires de son département. Et alors là, il y a tout un travail effectivement à faire de sensibilisation, hein, auprès des maires sur ces nouveaux projets, hein, parce que certains sont encore un peu, ne comprennent pas, sont un peu éloignés du projet. Certains peuvent avoir certaines peurs aussi en se disant, mais si c'est des personnes âgées ou handicapées dans le quartier, ça va être compliqué. Et donc, on a tout ce travail à faire d'information et de répondre aux questions et aussi de participer quand il y a des projets qui vont naître, des réunions avec des résidents dans le quartier qui vont poser mille et une questions et on va pouvoir bien évidemment leur apporter eh bien des réponses à leurs petites inquiétudes. Est-ce qu'on peut dire que l'habitat inclusif, c'est une manière douce de faire du logement social? Alors, une manière douce, aujourd'hui c'est plus dans du logement privé, je dirais, hein, mais ça se développe bien évidemment. Je vais prendre simplement l'exemple dans les Hauts-de-Seine. Donc, on a aujourd'hui 31 projets avec 17 porteurs de projets qui interviennent sur des publics, donc personnes âgées, personnes handicapées. On a 15 habitats qui sont notamment... alors, on a moitié-moitié, personnes âgées, personnes handicapées. Ça représente 253 personnes, hein, donc 122 personnes âgées qui actuellement dans les Hauts-de-Seine vivent dans un habitat inclusif et 131 personnes handicapés qui vivent dans cet habitat inclusif. Et donc ça, depuis 2023, c'est quand même très récent. Et donc on a fait quelques ouvertures et moi j'ai eu la chance de pouvoir aller les rencontrer. Et il est vrai qu'on est dans un environnement qui est très différent de ceux que moi j'ai pu connaître, que sont des EHPAD, des résidences autonomie. Il y a une ambiance tout à fait particulière, les odeurs, la décoration, l'aménagement, et donc c'est un projet qui effectivement est de plus en plus intéressant et de plus en plus de porteurs, et notamment le profil des porteurs de projets est intéressant. On n'a plus affaire à des gros groupes, on a des petites structures qui vont se lancer, des moyennes, des grosses, et donc là aussi on est en train de changer un peu le secteur dans cette vision notamment de ce parcours de la personne âgée. Et dans le logement social, on est moins encore investi, même s'il y a quelques projets qui se font, notamment en diffus. Hein, là aussi, les bailleurs ont un rôle à jouer. Ils commencent à rentrer dans ce dispositif qui peut répondre aussi vraiment à des attentes de nos concitoyens. Hein, moi, je vois dans mon parc social avec Hauts-de-Seine Habitat, c'est 45 000 logements, donc c'est très important. Eh bien, on a 40% de la population qui a plus de 60 ans. Donc, il y a des vraies questions qui se posent et cet habitat intermédiaire a tout un avenir à avoir, notamment dans le logement social. La palette de solutions qui existent. Est-ce que vous êtes présents tous les deux dans le 92? Alors moi, ça va être simple, non. Voilà. On non, est pas des dans le sudistes, 92, mais ailleurs. on est des Lyonnais, donc on n'est pas encore remonté jusqu'à la capitale. Bientôt, un jour. Alors moi, je suis altéséquanaise de naissance, donc oui, bien sûr, j'ai voulu très rapidement qu'on aille se développer dans les Hauts-de-Seine. On a ouvert en 2021 notre première villa à Malakoff, et avec bientôt 2 nouvelles ouvertures grâce au département qui est très soutenant effectivement dans les Hauts-de-Seine pour le développement de l'habitat inclusif. Je vais mettre derrière vous, Maëlys, quelques images du Club des 6 et vous allez nous parler justement de ce que vous avez monté. J'attends que ça démarre parce que c'est globalement un peu minuté ce que je vais dire sur le... Voilà, merci. Donc depuis 10 ans, le Club des 6 crée des habitats inclusifs sous forme de colocation pour adultes en situation de handicap. Donc pas forcément des personnes vieillissantes au départ, mais qui vont forcément un jour le devenir. Ce sont, comme le disait bien Armelle, des vrais lieux de vie. Des lieux de vie qui ont la particularité d'être où les personnes sont accompagnées par des intervenants qui les aident pour leurs actes de la vie quotidienne. Et ça leur permet de partager un toit, des activités, et puis surtout cette aide humaine qui leur est indispensable pour vivre la vie la plus autonome possible en dehors du monde médico-social. Donc à ce jour, nous logeons 120 colocataires en situation de handicap dans nos 17 villas ouvertes. Ils sont âgés de 20 à 64 ans et ils ont tous des handicaps très variés. Vous le voyez normalement sur les photos qui apparaissent. Même au sein d'une même colocation, les handicaps des personnes sont différentes. Et alors pour les aider à développer leur autonomie, nous les accompagnons au quotidien dans un esprit du faire avec. Donc on n'est surtout pas là pour faire à leur place, mais leur apprendre à faire ou leur réapprendre à faire. Ils font par exemple leurs courses, ils font leur ménage, ils font leurs repas, tous ensemble, chacun à la mesure de ce qu'il peut apporter à cette vie en communauté. Et ce qui est important, c'est que voilà, chacun mobilise ce qu'il sait faire pour les autres.
Bien sûr, il n'y a pas que les tâches ménagères. Voilà. Et là, normalement, on arrive aux sorties. Donc, dans les colocations, généralement, nous avons des véhicules adaptés qui permettent aux colocataires de profiter pleinement de ce qu'il y a, certes, dans la vie de quartier, d'où l'importance d'être en cœur de ville, comme tu disais. Mais il faut penser aussi pouvoir les amener à des endroits un peu plus loin. Et notamment, les transports en commun ne sont pas toujours très adaptés, d'ailleurs, pour les personnes en fauteuil, puisque, en général, un bus accepte un fauteuil roulant. Donc, comme nous, ils sont 6 dans chaque club des 6. Dont 3, 4 en fauteuil roulant, il faudrait qu'ils attendent le passage de 4 bus pour pouvoir se rendre quelque part au même moment. Voilà, donc le véhicule est important aussi. Les journées sont bien rythmées aussi avec des fêtes, des amis qui viennent. C'est vraiment c'est leur chez eux. Donc ils peuvent recevoir à domicile toutes les personnes qu'ils souhaitent. On a 3 grands principes qu'on développe au Club des 6 que je voudrais citer. Le premier, c'est l'autodétermination. On tient beaucoup à ce que les colocataires soient les premiers à exprimer leurs envies, leurs besoins et à décider de ce qui se passe au sein de leur colocation. On axe beaucoup aussi les priorités sur l'entraide, la solidarité entre les personnes, et puis cette participation active qui est clé pour leur donner vraiment cette sensation de vivre chez eux. Voilà, et j'arrive sur la fin de cette petite première présentation. Donc la première colocation, elle a ouvert il y a 10 ans dans le Var. Je l'ai créée pour une de mes sœurs, ma petite sœur, qui a eu un accident de voiture lorsqu'elle avait 18 ans, qui ne voulait pas vivre en établissement et qui ne pouvait plus vivre chez mes parents qui étaient vieillissants. Depuis, donc, 16 autres colocations ont ouvert dans 13 départements. Je vous dis tout à l'heure, 120 personnes sont logées chez nous. 140 salariés sont mobilisés en équivalent temps plein auprès d'eux H24. Et nous prévoyons d'ici la fin de l'année 9 ouvertures pour arriver à une 50aine de clubs des 6 d'ici la fin de la décennie. Et ce que nous sommes en mesure de faire grâce au soutien de la Caisse des dépôts qui nous accompagne depuis avril 2022 en ayant investi dans la foncière qui est propriétaire des biens immobiliers. Et puis aux côtés de notre partenaire historique, Amundi Finance Solidarité, qui eux sont là depuis 2016. Bravo Maïlis. Très beau projet. En tout cas, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans toutes ces maisons, dans tous ces clubs. C'est tout à fait le but. Quels sont vos axes de travail aujourd'hui ? Alors, on a réécrit avec les colocataires, avec les proches et avec les intervenants en 2023 ce qu'on appelle le projet associatif. Donc, qui va décliner en fait les grands objectifs et les grandes orientations qu'on veut donner à l'association sur les 5 prochaines années, donc la période 2024-2028. Et donc, je vais vous en donner en quelques mots les 6 axes. Le premier, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des colocataires. Donc toujours dans cette idée de développer leur autodétermination et leur participation dans la décision de quelle doit être et quelle est leur vie. Deuxième grand axe, c'est d'amplifier l'autoreprésentation et l'implication des colocataires dans la vie citoyenne et la construction de projets d'utilité sociale. En fait, on a aujourd'hui parmi les 120 colocataires seulement, même pas une dizaine, qui sont en capacité de travailler. Et pour autant, ils ont envie, comme vous tous, d'avoir une vie où ils se lèvent avec une raison le matin. Et on a trouvé cette idée de dire, alors on va t'aider à t'impliquer dans la vie citoyenne et à devenir ce qu'on appelle chez nous un travailleur d'utilité sociale. Et ça prend plein de formes différentes. Ça peut être des présences en maison de retraite auprès de personnes âgées qui n'ont plus de visite, comme ça peut être en auto-école, en prévention de la sécurité routière, dans les crèches ou les centres de loisirs pour changer le regard sur le handicap dès le plus jeune âge. Chacun choisit en fait l'action ou les actions qu'il a envie de mener. Troisième grand axe, c'est aussi de soutenir les proches et mobiliser leurs compétences. On a un vivier de proches, de familles, d'amis, de nos colocataires qui aujourd'hui ne demandent qu'à être mobilisés. Le tout, c'est de savoir bien les coordonner et bien faire appel à leur temps et à leurs compétences pour qu'ils aient leur vraie place à trouver aussi une fois que leur proche a emménagé dans une de nos colocations. Il y a forcément un axe très important aussi qui tourne autour de la gestion du personnel, développer les compétences. C'est pas pareil que d'intervenir en auxiliaire de vie au domicile d'une personne pour lui faire son ménage ou la cuisine que d'aider à développer l'autonomie d'une personne en situation de handicap ou vieillissante au sein d'un habitat inclusif. Voilà, on va chercher beaucoup aussi à expérimenter, innover et notamment, c'est le dernier axe, c'est justement l'accompagnement au vieillissement de nos colocataires puisque quand j'ai créé la première il y a 10 ans, j'avais fixé l'âge à l'entrée maximum 55 ans. Tout ça en fait pour repousser de 10 ans la problématique qui forcément devait arriver un jour, qui est l'accompagnement au vieillissement, et 10 ans après, ça y est, on y est. Et donc, on est en pleine réflexion sur comment pouvoir accompagner les personnes qui ont atteint cet âge avec généralement une perte d'autonomie un peu accélérée
puisque quand on a passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en fauteuil, généralement les premiers signes du vieillissement sont un peu plus... Paraissent plus vite. Ils arrivent plus vite et puis c'est un peu plus lourd à supporter, on va dire, que pour des personnes qui n'ont pas eu cette problématique-là toute leur vie. Laurent, vous aussi, à la maison de Blandine, on vit chez soi, mais pas tout seul. Absolument, c'est notre baseline, entre guillemets. Et je remercie Armelle et Maëlys qui ont très bien introduit ce qu'était l'habitat inclusif, son état d'esprit, les mots qui sont utilisés. Et j'aurais tendance à dire, j'ai plus grand-chose à dire après, parce qu'on fait globalement la même chose, mais pour des personnes âgées directement. J'ai juste un correctif, c'est que vous avez dit c'est une alternative au maintien à domicile. Nous, on a commencé au départ en disant on est une alternative au maintien à domicile. En fait, non. On est du maintien à domicile, sauf que ce n'est pas le même domicile. Donc les personnes âgées restent chez elles. Et c'est très important. Elles doivent se sentir chez elles. C'est pour ça qu'on a appelé ça la maison de Blandine. On veut que ça soit des maisons de famille, un esprit de maison de famille, que les gens se sentent dans leur maison, qu'ils se sentent chez soi. Et quand on est chez soi, on n'est pas assisté en permanence, on fait les choses soi-même, on fait le jardin, on fait la cuisine, on fait le ménage, etc. etc. Donc c'est fondamentalement, c'est sémantiquement fondamental de dire qu'on n'est pas une alternative, on est un complément au domicile et aux EHPAD. Voilà, mais on est du maintien à domicile. Voilà. Donc, pour faire un peu d'histoire sur la maison de Blandine, donc c'est une intuition de mon associé, Blandine de Traverse, qui est infirmière libérale et qui accompagne beaucoup de personnes âgées à domicile et qui est confrontée au quotidien à la solitude des personnes âgées, parce qu'à domicile, c'est une majorité de personnes âgées, et qui un jour a eu un patient qui s'est suicidé parce que sa seule manière de rompre sa solitude était d'aller au restaurant tous les jours. Et puis, un jour, ses enfants l'ont mis sous curatelle en trouvant que ça coûtait trop cher, lui ont pris sa carte bancaire et il ne pouvait plus aller au restaurant. Et donc, il a dit je ne vois plus personne, je suis trop seul, j'en peux plus. Et donc, il s'est suicidé. Et devant cet événement, elle a dit mais on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on crée des lieux de vie qui sont autre chose que les établissements qui sont trop grands. Et ce n'est pas critique par rapport à ces établissements parce qu'on en a besoin et c'est très complémentaire. Donc il n'y a rien de négatif par rapport à... Quand on dit des choses positives sur nous, ça ne veut pas dire que ce qui se fait ailleurs n'est pas bien. C'est complémentaire et on en a très besoin. Mais il y a plein de gens qui vont aujourd'hui en EHPAD, qui sont des gens qui ne devraient pas être en EHPAD. Il y a plein de gens qui restent chez eux par la force des choses parce qu'ils ne trouvent pas de solution satisfaisante. Adaptée. Moi, la raison pour laquelle j'ai accompagner Blandine, c'est parce que j'avais le sujet avec ma belle-mère à cette époque-là, qui était restée chez elle pendant 10 ans, qui a développé une maladie neurodégénérative qui s'est accélérée parce qu'elle est restée seule. Et en famille, si on ne l'a pas mise ailleurs, c'est qu'on n'a pas trouvé de lieu sympathique dans lequel on se dit elle va s'éclater, voilà, elle a le droit de s'éclater, dans un lieu alternatif. Voilà. Donc voilà l'ADN de la maison de Blandine. Notre but, c'est d'accueillir des personnes âgées, d'animer des lieux de vie pour avoir des gens qui vont vivre heureux. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits ensembles. Alors il y en a qui vont dire c'est grand, mais petits ensembles de 25 logements à taille humaine. On dit souvent, à la fin, ça fait une trentaine d'habitants. C'est une taille de classe. Une taille de classe, une maîtresse, elle est capable de connaître tous ses élèves et de les suivre individuellement. Et donc, quand on a 30 habitants, on peut connaître chacun des habitants, le suivre individuellement. Et dans nos maisons, il y a un projet d'accompagnement individuel. Et ensuite, sur la vie de ce qui s'y vit, oui, ce sont des logements individuels qui sont des beaux, vrais logements avec une cuisine qui font 40 mètres carrés. Quand je dis beau, c'est pas luxueux, c'est décoré, chaleureux, adapté. Et après, des espaces de vie partagés dans lesquels on va les encourager à vivre ensemble, justement, et pas tout seul chez soi. Et avec tous les mots qu'a dit Maëlys, voilà, on va avoir des habitants qui sont des gens qui sont acteurs de leur vie. On ne va pas avoir des clients. On va avoir des gens qui font les choses, qui font les repas ensemble, qui font des repas partagés, qui font le jardin, qui définissent un projet de vie sociale et partagé, en fait. Mais qui vivent ensemble. Et nous, on est là pour en fait aider, accompagner, réguler, faciliter les choses, mais pas pour faire à leur place. Voilà. Donc c'est ça la philosophie. Un autre point fondamentalement important, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas des ghettos pour personnes âgées. On est dans les villes, au cœur des villes, pour que les personnes âgées puissent sortir, prendre leur café chez le coiffeur, etc. Et pour que la ville rentre dans nos maisons. Donc on est fondamentalement, un des critères numéro 1 quand on décide d'aller implanter une maison de Blandine, c'est la rencontre avec la mairie et une volonté exprimée forte de la mairie de voir ce type d'habitat parce qu'on va vouloir travailler au quotidien avec les communes. Voilà.
Je vous propose, Laurent, qu'on fasse connaissance avec les habitants. Ouais, parce que je parle et trop, qu'on voit c'est quelques ça. images Voilà, justement exactement. des lieux on a envie de voir. Tout et on à fait, reviendra parce que c'est les ensuite, habitants qui en parlent le mieux, fondamentalement. Exactement. On regarde. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, ce qui vous plaît à la maison de Blandine? Je vous dis déjà, le personnel qui s'occupe de nous est formidable. Si on a envie de parler à quelqu'un, on descend, il y a toujours quelqu'un. Ici, là, il est bien. Ça, c'est le jardinier. Gabriel. On m'a soi-disant chargé du jardinage, mais comme j'ai 92 ans, le jardinage, c'est un peu dur pour moi. Mais enfin, je tâche de faire travailler les autres quand je peux. Gabriel nous a dit que, bon, arroser, c'était pas tous les jours facile. Donc on va lui prêter main forte et on va aller arroser quelques tomates. J'aime bien la liberté, moi. Vous voyez, on peut faire ce qu'on veut, enfin, évidemment pas des bêtises, hein, pas trop de bêtises, mais on peut faire ce qu'on veut. Eh bien, on vous laisse maintenant alors. Vous allez préparer le déjeuner? Et oui, là. Bon, et je vous remercie. Oh là là, c'est splendide. Et vous aimez bien ces moments de repas partagés? Ah oui, moi je les aime bien. C'est agréable de faire tout ensemble. En fait, ma réflexion, c'était de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on construit des structures d'accueil toujours de plus en plus grosses et pourquoi on ne ferait pas des petits lieux de vie, mixer un peu les générations aussi pour voilà, que les personnes âgées continuent à avoir un sentiment d'utilité. On n'est pas là pour les protéger, on est là pour aider, mais en relation de bon voisinage. On apprend les uns des autres. On apprend à se connaître, à voir aussi les différences entre les générations, à se comprendre, quoi. Ouais, c'est une expérience de vie intéressante et utile. Ici, on a René. Qui d'autre habite à la maison de Blandine? Michel, Colette. Bah, écoutez, je vous propose qu'on parte à leur rencontre. Suivez-moi. Donc là, derrière vous, vous avez la cuisine. Ici, c'est ce que j'appelle, moi, le salon. Ça y ressemble. Là, ça ressemble à ma chambre. Et si on allait faire un tour sur la terrasse? Vous voulez faire un Ouais, tour? vous nous montrez? Eh ben, la vue est agréable. Oh bah oui. Les personnes qui habitent en face, ben, je les connais, coucou, bonjour, quand on se voit. C'est pas gênant du tout. Je fais pas du striptease là sur ma terrasse. Bah, j'imagine. Ça pourrait un peu déranger les voisins. Je suis très content parce que on a remis de l'eau au poisson rouge. L'eau avait beaucoup baissé du fait de la température de chaleur. Ils se sentent mieux. Ah bah, c'est sûr, oui. Un vrai lieu de vie. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter sur effectivement le fait que ça soit un lieu de vie joyeux, de gens actifs, acteurs et qui ont de l'humour aussi. Et alors concrètement, comment ça se passe sur le terrain? Comment vous arrivez à implanter justement ces maisons? Alors, je veux juste compléter un point parce qu'effectivement c'était sous-entendu là-dedans, que je n'ai pas dit. Ce sont des habitats bigénérationnels, entre guillemets. Il y a des jeunes qui habitent dans nos maisons de Blandine. Il y a 4 jeunes. Donc ça crée des échanges entre personnes âgées et jeunes dans tous les sens et qui ont un vrai rôle. Qui s'occupent de l'astreinte de nuit et de week-end. Et donc, ça crée une vraie caractéristique spécifique aux maisons de Blandine. Donc, pour répondre à votre question sur comment on fait, c'est dur, c'est long. Donc, premièrement, on est une société à mission. On est en train de passer ESUS, donc on est dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, effectivement, on est une société privée, mais on est une société privée qui a une utilité sociale. Donc, on est au relais de ce que les pouvoirs publics ont de moins en moins les moyens aussi, très concrètement, de faire. Donc, ce sujet démographique dont on a parlé, si on croise les courbes des finances publiques et du besoin à venir, voilà, on va avoir besoin du relais de solutions comme les nôtres pour faire face à ce défi. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, fondamentalement, nous sommes des
exploitants, alors c'est pas si exploitants, ou animateurs de lieux de vie, sauf que ces lieux de vie qui ont un format assez défini, c'est une recette pour que ça fonctionne et pour que ça marche économiquement, parce qu'il faut avoir un équilibre économique. C'est un ensemble de 25 logements, c'est un bâtiment qui fait 1500 m² de surface de plancher, donc ces bâtiments n'existent pas, donc il faut les développer. Ou s'ils existent, ils sont très vieux, il faut les rénover, les adapter, etc. Donc il y a un gros travail immobilier à faire. Et comme je dis souvent, la partie immobilière, c'est un marathon de haies. C'est long comme un marathon, et puis il y a des haies, des obstacles tous les kilomètres où on peut chuter. Donc il y a une partie immobilière qui est très longue, en collaboration avec les communes. Ensuite, il faut trouver des investisseurs, parce qu'on a choisi fondamentalement dès le départ, quand on a créé cette société, de ne pas être propriétaire de nos murs, pour ne pas avoir des injonctions contradictoires un jour entre être exploitant et propriétaire. Donc on a des investisseurs qui sont propriétaires de nos murs, donc il faut trouver des investisseurs. Donc c'est un sport aussi assez intéressant. Et ensuite, voilà, on devient animateur de nos maisons, mais ça prend 3 ans, 4 ans. 3 ans, c'est très rapide. 4 ans entre le moment où on commence à travailler sur un projet et le moment où on accueille nos habitants. Et là, on commence notre vrai métier, en tout cas notre deuxième métier qui en fait est le premier. Vous voyez d'autres freins, Maëlys, au développement de ces structures ? Je vais peut-être aller un petit peu plus loin sur la partie immobilière, parce qu'aujourd'hui, c'est très clairement, le contexte immobilier, c'est notre principal frein au développement. Faut quand même se remettre, il y a 2 ans, les taux d'intérêt n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous, on crée des logements sociaux indexés donc, sur le livret A, qui est passé de 0,5 à 3%. Donc imaginez la progression, l'explosion, parce que ce sont des taux variables en plus du coup, de nos annuités de remboursement. Deuxièmement, on est quand même passé par une grosse crise inflationniste sur les prix de la construction. Et donc très concrètement, ça se traduit comment ? Ça se traduit que chaque projet nécessite 2 fois plus de fonds propres aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et donc 2 fois plus de fonds propres sur un projet veut dire 2 fois moins de projets si on garde les mêmes fonds propres. Et dans un contexte de crise immobilière, enfin je dirais de crise de blocage immobilier, parce qu'on ne parle pas de chute de prix, mais on parle de blocage de tout ce qui se passe potentiellement comme mouvement sur le marché, et on a du mal à trouver aujourd'hui des investisseurs qui vont nous accompagner dans la suite du développement. Et donc on travaille beaucoup à cette recherche de fonds actuellement. Le deuxième grand sujet qui freine nos développements, il est sur un tout autre domaine, puisqu'il est sur la partie plutôt humaine des accompagnants. Comme je vous l'ai expliqué, on a le Club des 6, les colocataires sont accompagnés par des auxiliaires de vie, donc des personnes qui sont employées de services d'aide à domicile, et pour lesquelles il est dans certains départements très compliqué de trouver des personnes, des organisations qui emploient ces auxiliaires en capacité d'accompagner la diversité des handicaps qui habitent chez nous, mais aussi en capacité d'accompagner le H24 et surtout au prix sur la base duquel les colocataires sont remboursés par le département. Et donc nous, depuis 10 ans, on travaille avec un service d'aide à domicile que je vais appeler un SAD expert, c'est-à-dire qui a grandi aux côtés du Club des 6, qui a développé toute cette expertise d'accompagnement qu'on attend de lui, là, le faire avec, le développement de l'autonomie, le travail en équipe. Et cet organisme n'obtient pas toujours les autorisations dans les départements dans lesquels nous, on veut s'implanter. Et si je vous donne juste un truc totalement aberrant, depuis 2 ans, on a réceptionné un bien immobilier dans les Landes. Le SAD n'a pas eu son autorisation. On n'a pas trouvé en capacité d'intervenir. Ça fait 2 ans que notre colocation elle est vide, alors même qu'on pourrait loger 8 personnes depuis 2 ans. Voilà, donc ça, c'est les 2 principaux freins que je peux lister, et je vais m'arrêter là parce qu'ils sont déjà suffisamment gros. Vous parlez d'humain, il y a aussi, et vous le disiez un peu à demi-mot tout à l'heure Armelle, il faut convaincre les élus, les collectivités. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'un département a la capacité de pouvoir le faire, parce que dans son conseil déjà de séance publique, les membres sont la plupart des maires. Et donc moi, je travaille beaucoup justement à les informer, les renseigner, ou même les inviter, parce que c'est important d'aller voir ce qui s'y passe. Parce qu'on peut avoir des idées dès qu'on parle des personnes handicapées, des personnes handicapées mentales, ça va faire du bruit, les voitures, machin, etc. Donc il faut vraiment les rassurer quant à ce projet qui est tout à fait nouveau et les inciter effectivement. Et alors c'est assez facile les maires, parce que quand on leur explique que aujourd'hui on est beaucoup dans la préservation de notre patrimoine, plutôt que de détruire des jolies vieilles maisons qu'on peut avoir, moi je vois dans les Hauts-de-Seine notamment, et plutôt que de faire des gros programmes immobiliers, il est beaucoup plus tendance de réadapter, rénover un beau bâtiment et de le mettre justement à disposition d'un opérateur comme vous avez là, avec des personnes âgées ou des personnes handicapées qui vont y
y vivre. Moi, sur ma propre commune, moi j'habite à Chaville, une petite ville du 92, donc effectivement c'est un peu mon territoire d'expérimentation. Eh bien j'ai réussi comme ça à en ouvrir 2, bientôt 3. Et là, c'était intéressant aussi parce qu'il peut y avoir un sujet de mutualisation pour réduire les coûts pour un opérateur. Et donc, c'est le même opérateur qui a eu une occasion sur 2 habitats pour pouvoir, comme ça, réduire les coûts. Et j'entends parfaitement ce que dit Maëlys sur les complexités. C'est toujours comme ça en France. Quand on a des nouveaux projets tels que l'habitat inclusif, eh bien, quelquefois, ils se cognent la tête sur des réglementations, notamment sur des agréments avec des SAD. Et on se rencontre souvent, donc le département réunit ces opérateurs pour justement faire remonter les problématiques et pour essayer de les soulever. Mais c'est toujours un gros travail qui est un peu compliqué, mais qui est important et nécessaire. Parce que nos propres métiers, je dirais, en tant que département, c'est d'être à l'écoute des changements, des attentes et des spécificités. Parce que moi, ce qui me marque beaucoup aujourd'hui dans les habitats inclusifs, et j'ai eu la chance de rencontrer, par exemple, un opérateur qui s'occupe spécifiquement des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et donc, c'est toute une approche particulière, à la fois dans le soin, dans l'accompagnement, mais avec des résultats incroyables. C'est-à-dire que la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, quand elle est dans un environnement collaboratif, on voit une évolution. Moins de médicaments, moins de prise en charge, parce que justement, il y a une collaboration. Et donc, c'est à nous, départements, quand on rencontre que ce soit l'ARS, que ce soit ça, de leur faire comprendre les spécificités de là, ce qui est en train d'éclore et ça mérite de vous accompagner dans vos particularités. Mais il faut bouger les lignes. On essaie de le faire dans les Hauts-de-Seine, peut-être pas suffisamment encore, mais moi je suis tout à fait optimiste parce qu'il faut qu'on change de regard sur la prise en charge, sur le parcours des personnes fragiles sur nos départements. Et c'est grâce à vous, grâce à des opérateurs, et vous nous stimulez beaucoup, parce qu'on a beaucoup de dynamique, une jeunesse qui s'investit beaucoup, et ça a du sens, l'économie sociale et solidaire, etc., de rentrer vraiment dans ces accompagnements spécifiques. Eh bien moi je suis assez positive. Confiante. Confiante. L'union fait la force, c'est vraiment le thème de cet atelier. Vous parliez de réglementation, il va y avoir des évolutions de ce côté-là ? Alors, les évolutions, je ne peux pas en parler à la place de l'État, bien évidemment, mais je pense qu'effectivement, au niveau du patrimoine, etc., de toutes les réglementations immobilières, et notamment au vu du contexte, parce que le problème de l'État, c'est qu'on a toujours un temps de retard. Et là, effectivement, la crise, on se la prend vraiment de plein fouet, à la fois vous, les opérateurs, nous aussi, les départements, parce que notre seule ressource, c'est justement les ventes de biens, etc. Donc, on a une baisse de 30% de nos recettes. Donc, on est tous dans le même bateau, et nos lois ne sont pas toujours adaptées à notre actualité. Donc c'est à nous d'être intelligents. Alors nous, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, on a créé ce qu'on appelle une agence interdépartementale de l'autonomie. On s'est dit, on va répondre à ce défi en mettant nos finances, en mettant notre personnel pour répondre à cette problématique. Donc on a créé notamment une gestion avec une plateforme qui s'appelle Mon Espace Autonomie, qui va permettre de gérer de A à Z le parcours de la personne âgée. Et donc on sent que de plus en plus ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire faisons confiance, alors à la fois que l'État fasse confiance au département, car qui mieux qu'un département connaît ses villes et ses opérateurs, et faisons confiance à nos opérateurs. Laissons-le, faut leur laisser un peu des marges de manœuvre. Donc c'est ça qu'on essaie un peu de bouger au niveau des lignes avec notre opérateur qui est la CNSA, qui nous finance pour pouvoir financer les AVP. Mais ça va prendre du temps. Mais en tout cas, moi je suis tout à fait confiante, et c'est vrai que sur nos territoires, sur les 31 projets dont je vous parle, les 31 projets sont magnifiques, mais il y en a certains qui galèrent énormément, qui ont besoin d'un coup de main, et peut-être que la Caisse des dépôts et consignations, j'irai leur présenter quelques opérateurs qui auraient peut-être besoin d'aide. Quelques dossiers. Si vous aviez une baguette magique tous les deux, pour aller plus vite, plus loin, vous rêvez de quoi ? Allez, je vais essayer avec ma baguette magique. Je pense qu'il y a un premier point, fondamentalement, c'est de démocratiser nos types d'habitat, de faire connaître, comprendre ce que vous dites, Armelle. Vous, on sent que vous l'avez vécu, visité, vous en parlez avec passion. Il faut évangéliser. Voilà. Parce qu'une fois qu'on aura convaincu tout le monde que ces types d'habitats répondent à un vrai besoin et ont des effets sur la santé publique, etc., qui sont extraordinaires, et sur la santé individuelle de chacun, et on est tous, un jour, nous, nos parents, à habiter dans ces endroits-là, je dirais les freins tomberont, entre guillemets, les oppositions dogmatiques en disant public, privé, associatif, machin. Voilà. Il y a encore beaucoup de réflexes de ce type-là. Donc voilà, il faut parler, évangéliser. Et merci de nous donner l'occasion d'évangéliser ici. Faire connaître.
Pardon ? De faire connaître effectivement ce type Absolument, d'habitat. de faire connaître. Ensuite, il faut en parallèle effectivement qu'on vive dans un cadre réglementaire qui soit plus clairement défini, parce que l'absence de cadre réglementaire en fait défini sur ces choses-là font qu'il y a des aberrations, par exemple fiscales. Des habitants qui sont dans des habitats inclusifs ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux que quelqu'un qui va être dans une résidence autonomie ou dans un EHPAD. Bon, bah, voilà. Donc il faut à la fois définir quelque chose qui fasse qu'il y ait une égalité de traitement, mais en même temps qu'on ne sorte pas des réglementations qui disent attention, principe de précaution, réglementation incendie, réglementation sanitaire. Nous, on va avoir des gens qui font la cuisine ensemble. Demain, si on nous met des réglementations qui correspondent à la restauration collective, on est mort. On ne peut plus faire ce qu'on veut faire. Donc c'est cet équilibre-là qu'il faut faire. Voilà. Et puis, dernière baguette magique, il y a un sujet qui concerne les territoires, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ne vont pas dans tous les territoires. Et donc, ils ne vont pas notamment dans les territoires qui ne sont pas cotés Pinel A ou B. Et donc, on se trouve confronté à des endroits dans lesquels il y a des communes qui souhaitent nous accueillir, mais on ne trouve pas d'investisseurs. Donc, il faut qu'on co-développe. Donc, ça tombe bien, la personne qui était dans cette chaise avant, sur l'atelier précédent, est la spécialiste des SEM à la Caisse des dépôts. Donc, on a échangé nos cartes et on va travailler pour faire des montages pour qu'on puisse, parce que notre mission, c'est de faire ça pour le plus grand nombre de personnes âgées possible. C'est pas faire pour les riches des Hauts-de-Seine ou autres départements, voilà. Mais c'est vraiment d'arriver à faire ça pour tout le monde, et il faut qu'on imagine avec les communes, et non là, on veut co-construire, comme on construit dans nos maisons, on veut co-construire avec les communes des solutions pour les accueillir. Unir ses forces, je me répète. Maëlys. Alors moi, je suis venue avec 4 baguettes dans mon petit sac. 4 vœux. Avec 4 vœux, exactement. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'habitat inclusif, c'est vraiment un nouveau lieu de vie très soutenu depuis des années par les pouvoirs publics. Mais on ne nous donne pas forcément tous les moyens qu'il faut. Donc moi, la première baguette magique, si je pouvais l'actionner là direct, je ferais passer le taux de TVA sur les PLS de 10 à 5,5%, comme c'était le cas en 2017. D'un coup, ils ont décidé qu'on allait quasiment doubler le taux de TVA. Ça, c'est compliqué à gérer, surtout dans un contexte inflationniste. Deuxième baguette magique, j'aimerais qu'on puisse nous accéder à des prêts plus long terme. Aujourd'hui, on arrive à emprunter maximum sur 30 ans. Et encore une fois, vu le contexte que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, il faudrait qu'on soit à minima sur 40-50 ans, comme le sont les OPH classiques. Troisième baguette magique, je rêverais d'un parterre plein d'investisseurs qui n'attendraient pas du 4-5% de taux de rentabilité, alors qu'ils ont envie de s'engager à nos côtés, effectivement, sur des projets où on peut maintenir une accessibilité des loyers. Donc on a eu la chance de trouver la Caisse des dépôts et Amundi qui nous ont soutenus jusqu'alors, mais aujourd'hui il faut qu'on diversifie quand même les fonds qu'on fait entrer dans la foncière, et c'est vrai que toutes les personnes qu'on rencontre ont des attentes en termes de rentabilité beaucoup trop importantes. Et puis quatrièmement, éventuellement, si dans ce contexte un peu instable, on pouvait bénéficier d'un soutien d'aide à la pierre de l'État qui a quand même annoncé vouloir construire 400 000 logements sociaux par an dans les prochaines années. Nous, on est un acteur qui contribue à ça. On mérite un petit peu d'aide, et comme l'obtiennent, encore une fois, les OPH. Merci pour votre franchise et que vos vœux soient exaucés, je l'espère. Est-ce que vous avez des questions pour les 3 invités ? Oui, monsieur. Alors, il y a Hugo qui va venir. Oui, voilà, il y a 2 questions. Bonjour, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous ? Olivier Deguerre, Fitrust. Comme je suis investisseur, qu'est-ce que vous proposez à vos investisseurs comme type d'investissement, de rendement et surtout de liquidité à terme ? Parce que c'est quand même un sujet, je pense, pour les investisseurs qui veulent probablement, dans 5, 10, 15, 20, 30 ans, je ne sais pas, pouvoir céder leur part de la foncière. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans toutes les métriques là maintenant, mais en fait, il faudrait s'engager plutôt dans un projet qui est à mi-chemin entre le mécénat et l'investissement immobilier. Donc, divisons, on va dire, les attentes en termes de rentabilité par 2 par rapport à ce que propose le marché classique aujourd'hui. Alors, pour Maison de Blandine, c'est un peu différent. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec des investisseurs institutionnels. Le Swiss Life est le premier à nous avoir accompagnés. On sert des rentabilités inférieures à 5%, ce qui est déjà pas si mal que ça pour de l'immobilier. Et la liquidité, c'est nos investisseurs qui s'en chargent eux-mêmes, qui ont leur propre vision. Mais à partir du moment où vous avez un locataire qui paye son loyer régulièrement dans des zones, centre-ville, etc., c'est un actif qui est cédable à un moment. Et nous, on veut juste avoir un bon investisseur à nos côtés, qu'on paye le loyer à Fitrust dans un premier temps et puis plus tard à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vraiment le sujet. Donc on peut...
Merci. Alors, une autre question? Oui, deux petites questions. Serge Audinet de collectivité territoriale commune de Brie-sur-Marne. Vous l'avez déjà traité, mais peut-être pouvez-vous y revenir. Comment les communes peuvent-elles vous aider? Et sur les 400 000 logements qu'on s'apprêterait ou s'apprête à construire, à votre avis, tel que c'est parti, tels que les moyens qui sont mis et les dispositifs qui existent, combien en habitat inclusif sur les 400 000? Juste pour avoir un ordre de grandeur. Je vais répondre sur l'aide. Les communes sont parfois propriétaires de biens immobiliers qu'elles aimeraient voir réhabilités, pour lesquels elles n'ont pas forcément les moyens elles-mêmes ou un projet adéquat. Et donc, par exemple, céder nous, à la foncière, céder à prix très réduit ce bien immobilier permet déjà de donner un coup de pouce, puisque ça évite de renchérir l'opération globale. Et puis ensuite, les communes, elles sont souvent présentes aussi dans les SEM locales. Donc potentiellement, pourraient devenir même co-actionnaires du projet et donc se garder une petite partie de propriété du projet immobilier mené ensemble. Vous voulez compléter? Merci Maëlys. Oui, bonjour, Laurence Prodhomme, je suis directrice d'un CAUE en Saône-et-Loire, donc Conseil Architecture, Urbanisme, Environnement. Donc on accompagne pas mal de communes et notamment des communes rurales. Donc j'avais connaissance déjà de la maison de Blandine puisqu'on est assez voisins. Et donc j'avais une question parce que dans l'accompagnement des communes, donc on les accompagne dans la redéfinition de leur centre-ville, ou de leur centre-bourg, parce que je parle aussi des communes rurales. Et on a une question de la vacance qui est très très prégnante. Donc j'étais avant à l'atelier d'avant, donc c'était plus sur les commerces, mais on a de la vacance d'habitat. Et donc, on a proposé de travailler sur cette question, justement, de lier la redynamisation des centres-bourgs ruraux à la réduction de la vacance en logement et justement à l'habitat inclusif pour peut-être permettre aux personnes qui habitent des maisons avec des grands jardins qu'elles ne peuvent pas entretenir de continuer à vivre dans leur village, donc de rester finalement chez elles, dans des espaces qui sont peut-être en remettant finalement dans la circulation des logements ou des espaces actuellement vacants et en créant cette vie au centre-bourg, puisque les centres-bourgs sont en général un petit peu dépris, puisqu'il y a beaucoup de villages qui sont finalement, des villages entre guillemets de dortoirs. Voilà, donc pourquoi pas pouvant aussi permettre la réinstallation d'un petit multicommerce en centre de village. Donc voilà, effectivement, je suis intéressée par les échanges et voir si ce type de projet de réflexion, parce que pour le moment c'est en réflexion, pourrait être le cas d'un travail en partenariat. Alors, c'est pas en parler, on le fait. Je vous remercie d'abord d'avoir soulevé un sujet environnemental. C'est qu'en construisant des maisons de Blandine, on sort 25 personnes âgées de logements qui sont souvent très grands, trop grands, très mal isolés, et qui vont revenir sur le marché, qui vont être rénovés, mieux isolés, et on les remet dans de mêmes conditions, avec des surfaces plus petites, donc on libère du foncier qui va moins consommer, etc. etc. C'est un effet induit qui n'était pas volontaire au départ. Et oui, bien évidemment, ça permet de fixer en centre-ville des personnes ou de revenir en centre-ville. Mais après, ce que je vous disais, on est confronté aujourd'hui à une problématique. Par exemple, on a un projet à Digoin, que vous connaissez bien, la ville de Digoin, où aujourd'hui on ne trouve pas d'investisseurs. Parce qu'on est une ville qui n'est pas hyper sexy, alors qu'il y a des commerces, etc., etc. Et pour fixer des personnes âgées là-bas. Donc oui, très clairement, avec grand plaisir pour travailler. Et c'est ce qu'on fait avec beaucoup de maires. Mais il faut que qu'on coche toutes les cases, y compris celle de l'investissement. Peut-être une dernière question avant d'entendre Adrien, qui va nous présenter les solutions que propose la Banque des Territoires. Vous voulez tout de suite entendre Adrien. Adrien, je vous propose de nous rejoindre sur scène. Peut-être de prendre le micro d'Hugo ou de Laurent. Très bien aussi. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adrien de Crombrugge. Je travaille à la Banque des Territoires où je dirige une équipe d'investissement. Nous ciblons des entreprises à impact social sur les domaines du care, donc du prendre soin, la santé, le vieillissement, le handicap, la petite enfance, etc. Tout ce qui est lié au prendre soin.
mon rôle un peu même de me positionner même au milieu de cette table ronde est assez pertinente pour expliquer le rôle de la Caisse des dépôts, c'est de faire le lien entre les élus locaux qui ont des besoins, qui doivent assumer des politiques publiques, et puis l'environnement économique, les entreprises sociales qui viennent comme des supplétifs de l'action publique répondre à ces enjeux avec la vertu de l'entreprise, avec des modèles économiques qui tournent, et puis aussi cette lucrativité limitée pour servir un impact social, pour servir des populations, pour aller dans des territoires où il est plus difficile d'aller. Alors on a une offre qui est une offre d'ingénierie. On a créé une association qui s'appelle HAPI, HAPI. C'est une plateforme qui vise à conseiller, orienter les porteurs de projets. Ça s'adresse essentiellement à des gens qui sont en idéation. Pour des acteurs aussi matures que Maëlys et Laurent, ce sera moins utile, mais c'est une première phase pour lancer un projet. Et ensuite, on se positionne comme investisseur, à la fois dans l'exploitant, c'est le cas, c'est ce que nous avons fait dans Maison de Blandine. Et puis, on est investisseur aussi dans l'immobilier, c'est ce que nous avons fait dans la foncière qui porte le projet Le Club des 6. Et donc, nous nous positionnons sur une palette très, très diversifiée. On est capable d'accompagner du logement libre, d'accompagner du logement social, d'accompagner le handicap, le vieillissement. Et enfin, alors c'est pas moi qui l'opère du tout, mais on a une offre de prêts réglementés sur livret A. Maëlys l'évoquait à quel point ça nous a joué des sacrés tours, la hausse du livret A. Mais on a donc une direction des prêts qui vient en soutien de beaucoup de projets de l'habitat inclusif. Merci Adrien. Peut-être terminons avec un tour de table. Un mot, celui qui vous passe par la tête. Joie parce que quand je rencontre des opérateurs tels que les vôtres, ça me remplit de joie et beaucoup d'espérance. Et même si on a un défi de dingue à répondre avec 2030, un défi de vieillissement, eh bien je sais qu'il y a plein de petites ressources et on ne sera plus dans des gros projets fantastiques, monumentaux, mais ces petites ressources là où vous êtes, sur tous les territoires, les villages, les villes, où effectivement on va avoir le sens de l'humain. Hein. Vraiment, c'est important et ça, je sens que c'est les jeunes générations, ils sont très attentifs et ça me réjouit énormément. Merci Armelle. Maëlys. On saute à Adrien ? Adrien, il va dire quelque chose. Alors moi, le mot de la fin, ce serait le titre de la séquence, Unissons nos forces, parce que cette table ronde est à l'image de toutes les diversités de compétences et de modèles qui sont nécessaires, et les questions qui étaient soulevées par nos deux dirigeants fondateurs montrent à quel point nous devons encore plus, et avec encore plus d'acteurs, travailler ensemble pour accélérer le développement, parce que c'est une vraie solution. Franchement, l'habitat inclusif, c'est une vraie solution. Moi, je dirais, alors c'était pas préparé en plus ce dernier mot. Moi, je dirais résilience. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on s'apprête à faire, le peu de rond là par rapport à ce qui nous attend encore comme année compliquée. Et donc, il faut continuer à persévérer, rêver, être résilient dans cet objectif, ces projets qu'on porte c'est des journées pas évidentes, mais on va dire qu'à terme, enfin, on sait qui on sert. Laurent ? Je suis d'accord. Non, je voulais dire un point. J'aimerais bien qu'on ait des Armel dans les 98 départements en France. Voilà. Venez dans le 92. Vous pouvez pas vous dupliquer, Laurent. ça serait bien. Une baguette magique, dupliquer des Armel. Je suis prête à rencontrer mon homologue dans vos départements. Voilà, absolument. Et non, je voulais dire, effectivement, il y a un dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, on est vraiment là-dedans, on est dans le temps long et donc il faut qu'on collabore tous ensemble, pouvoir public, Banque des territoires, investisseurs, opérateurs pour aller ça. Et puis dernier mot, merci la Banque des territoires pour tout ce que vous faites pour nous accompagner. Et vraiment, voilà, moi j'ai appris à connaître la Caisse des dépôts et la Banque des territoires à travers notre aventure Maison de Blandine. Et ouais, c'est un bel effet de levier. Eh bien, merci à vous. Merci aussi pour tous ces beaux projets.